Bienvenue sur le balado virtuel de Criminal Defense Essentials. Ici, on décortique les décisions parfois complexes des tribunaux pour les rendre accessibles, concrètes et utiles à la pratique. L'objectif est simple, mieux comprendre le raisonnement judiciaire pour mieux plaider. Aujourd'hui, on se penche sur une décision récente et assez importante de la Cour suprême du Canada, le Roy contre Rioux. Oui, Rio 2025, CSC 34. Exactement. C'est un arrêt qui vient clarifier des aspects cruciaux de la preuve dans les affaires d'agression sexuelle, surtout quand la personne plaignante a, disons, des trous de mémoire, ou même des blackouts. Tout à fait. C'est une question vraiment délicate en pratique. Comment prouver l'absence de consentement ou même l'incapacité de consentir quand la mémoire fait défaut, hein? La Cour explore ça en profondeur et elle met beaucoup l'accent sur la preuve circonstancielle. C'est fondamental. Alors, commençons peut-être par la base. La Cour rappelle un principe assez fondamental, non? Sur le poids de la preuve directe versus circonstancielle. Oui, d'entrée de jeu. Et c'est important de le marteler. Le droit, il ne fait pas de distinction, pas de hiérarchie de valeur ou de poids entre la preuve directe et la preuve circonstancielle. Aucune n'est meilleure que l'autre en soi. C'est ça. On peut prouver un fait aussi bien avec l'une qu'avec l'autre. Ou, bien sûr, avec une combinaison des deux. La preuve directe, bon, c'est simple. C'est le témoin qui dit « j'ai vu ça, j'ai entendu ça », un fait perçu directement. Ok, et la circonstancielle? La preuve circonstancielle, elle, établit des faits intermédiaires, si on veut. Et à partir de ces faits-là, on peut inférer le fait principal en litige. Ça demande une étape de raisonnement logique, tu vois. Mais ça ne le rend pas moins valable pour autant. Et la Cour dit bien que si cette preuve circonstancielle, une fois analysée dans son ensemble, ne pointe raisonnablement que vers la culpabilité... Alors, le fardeau de la couronne est rempli. Exactement, c'est le test de Villaroman qu'elle rappelle. La seule inférence raisonnable, c'est ça le critère. Pas besoin d'exclure toutes les possibilités farfelues, juste les autres conclusions raisonnables. D'accord. Ce socle posé, l'arrêt se tourne vers le consentement en matière d'agression sexuelle, l'article 273.1 du Code. Oui. Et là, on entre dans le vif du sujet. Pas de consentement si la personne est inconsciente. Ça, c'est l'alinéa 273.1.2a1. Mais aussi, et c'est crucial ici, s'il y a incapacité de former le consentement pour une autre raison. C'est l'alinéa B. Et cet alinéa B, incapacité pour une autre raison, la Cour le voit comment? Plus large que juste l'inconscience. Oui, clairement, la Cour le précise. Ça couvre des situations où la personne est peut-être techniquement consciente, mais incapable de donner un accord volontaire et éclairé. L'intoxication extrême en est un exemple classique, même sans perte de conscience au sens médical strict. Donc une zone grise en quelque sorte. Une zone où la capacité subjective de dire oui ou non est compromise. Voilà. Le Code ne définit pas inconscience ou incapacité dans le détail, mais comme la Cour le dit en citant l'arrêt GF, le point commun, c'est que la personne est privée de sa capacité à formuler un accord subjectif valide. Et il faut que cet accord soit présent pendant toute la durée de l'activité sexuelle. Ça aussi, c'est un rappel important de l'arrêt JA que la Cour reprend. Absolument. Le consentement, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume au début. Ça doit être continu. Et c'est là, justement, que les trous de mémoire ou les blackouts posent problème. Voilà. On y arrive. C'est ici que ça devient très pertinent pour la pratique quotidienne. La Cour insiste, même si le consentement doit être subjectif, l'état d'esprit réel de la personne plaignante est concomitant au moment même de l'acte, ça ne veut pas dire qu'on est limité dans la manière de prouver cet état d'esprit. C'est exactement ça. Il ne faut pas confondre l'objet de la preuve, qu'est-ce qu'on cherche à prouver, l'état d'esprit subjectif à l'instant T, avec les moyens de preuve. Comment on peut le prouver ? C'est une distinction clé. Donc on n'a pas besoin que la personne plaignante monte à la barre et dise « à ce moment précis, je ne voulais pas » ou « j'étais incapable ». Non. La Cour est très claire là-dessus. Ce témoignage direct serait idéal, bien sûr, mais son absence n'est pas fatale. On peut utiliser toute combinaison de preuves, directes ou circonstancielles, peu importe qu'elle porte sur avant, pendant ou après l'acte. Si elle permet d'appuyer l'inférence qu'au moment pertinent, il n'y avait pas de consentement ou qu'il y avait incapacité. Exactement. D'ailleurs, la Cour va jusqu'à dire que quand la plaignante ne peut pas témoigner directement sur ce moment précis, eh bien, on s'attend logiquement à ce que la preuve repose presque entièrement sur des éléments circonstanciels. C'est logique. Donc un trou de mémoire n'est pas une fin de non-recevoir pour la couronne. Absolument pas. Et la Cour s'appuie sur sa propre jurisprudence pour le dire. Elle cite James et Kishainu. Ah oui, ces arrêts sont souvent cités. Donc James, c'était quoi l'erreur déjà?
Dans James, le juge de première instance avait un peu balayé du revers de la main des preuves circonstancielles importantes. Le fait que la plaignante avait clairement dit non à des relations sexuelles plus tôt et son état de détresse évidente après les faits, même si sa mémoire de l'acte lui-même était floue. C'était une erreur d'ignorer ça. Et Kishaina? Shiner, c'est un peu la même logique. La Cour a confirmé qu'on pouvait inférer l'absence de consentement à partir de tout un faisceau d'indices. L'état émotif de la plaignante, son attitude générale envers l'accusé, ses tentatives de s'en aller, et même, Même ses croyances sur comment elle aurait agi. Ça, c'est intéressant. oui, ses croyances et suppositions sur son propre comportement si elle avait été en plein contrôle. Ryu reprend d'ailleurs cette idée dans sa liste d'exemples de preuves circonstancielles potentiellement pertinentes. Et cette liste, elle est assez large, non? Très large. On y trouve l'état émotionnel, avant et après, l'attitude envers l'accusé, les actes qui ne collent pas avec un consentement, comme essayer de fuir par exemple, ces fameuses croyances de la plaignante, les preuves matérielles, s'il y en a, et même les actes de l'accusé qui pourraient suggérer qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il n'y avait pas consentement. C'est vraiment une approche globale, holistique. Et un point qui revient de Kishi Angino, c'est qu'une perte de mémoire sur un moment X ne rend pas tout le reste du témoignage non fiable automatiquement. Exactement. Ça crée un vide de preuves directes pour ce moment-là, c'est tout. Mais ça n'invalide pas forcément les souvenirs d'avant, d'après, ni les autres preuves. Le juge doit évaluer la fiabilité de l'ensemble, bien sûr, mais le trou de mémoire en soi n'est pas un chaos. D'accord? Et si on parle spécifiquement de prouver l'incapacité de consentir, par exemple à cause d'un blackout dû à l'alcool ou autre, les mêmes principes s'appliquent? Oui, tout à fait les mêmes principes. La couronne peut prouver l'incapacité hors de tout doute raisonnable par preuve circonstancielle. Et la preuve peut venir de partout. De la plaignante elle-même. Sur comment elle se sentait avant, après? Exactement. Son témoignage sur ce qui s'est passé avant le blackout et ce dont elle se souvient en reprenant conscience après, c'est explicitement reconnu comme une preuve circonstancielle pertinente pour inférer son état pendant le blackout. Ça peut aussi venir d'autres témoins, de documents, etc. La Cour va même jusqu'à dire que le trou de mémoire, le blackout lui-même, ça peut être un élément de preuve. Oui. Ça peut être considéré comme un indice circonstanciel pertinent pour la question de la capacité, évidemment, à analyser avec tout le reste. Ce n'est pas déterminant en soi, mais c'est un élément du puzzle. Et même si le blackout est complet, total, pour la période des actes sexuels. Même là, la Cour dit que la preuve circonstancielle peut suffire à fonder une déclaration de culpabilité si la seule inférence raisonnable qui découle de tout ce qu'on sait est que la personne était incapable de consentir. Le mot-clé qui revient toujours, c'est donc l'examen de la totalité de la preuve. C'est ça, pas d'analyse en silo, tout regarder ensemble. Et la Cour insiste aussi, le juge doit analyser séparément deux choses distinctes, même si elles sont liées. D'un côté, l'absence de consentement subjectif, la personne ne voulait pas consciemment. De l'autre, l'incapacité de consentir, la personne ne pouvait pas, même si elle avait voulu. Deux chemins mènent à la même conclusion d'actus reus, absence de consentement légal, mais qu'il faut distinguer dans l'analyse. Exactement. Ne pas consentir volontairement et être incapable de consentir, ce n'est pas la même chose sur le plan conceptuel. Le juge doit examiner les deux avenues à la lumière de la preuve. Si on applique tout ça à l'affaire Ryu elle-même, la Cour suprême a trouvé que le juge de première instance avait fait des erreurs, justement dans cette application. Oui, c'est ce qui ressort. Il semble avoir un peu trop exigé de preuves directes, surtout pour le premier incident, celui au parc, où la plaignante avait les trous de mémoire les plus importants. Il a conclu qu'il n'y avait que la version de l'accusé pour cette partie. En gros, oui, parce que la plaignante ne pouvait pas dire « je me souviens et je n'ai pas consenti ». Mais en faisant ça, il a sous-utilisé, voire ignoré toute la preuve circonstancielle qu'elle avait fournie. Et elle en avait fourni? Ah oui, beaucoup. La Cour suprême les liste. Comment elle se sentait avant d'aller au parc? Elle disait se sentir comme droguée, perdre le contrôle de son corps. Ses flashs de souvenirs pendant être portée comme une poche de patates, vomir. Et son état après, la confusion, la désorientation. Tout ça, c'était des indices forts sur son état probable au moment des actes au parc. Le juge aurait dû intégrer ça dans son analyse de l'incident du parc. Absolument. Et il a aussi mis de côté d'autres éléments de contexte. Le fait qu'il venait de rompre, qu'elle avait refusé de dormir chez lui ce soir-là, son état émotionnel après, le fait qu'elle soit allée à l'hôpital, tout ça, ça faisait partie du tableau global. Et il y avait aussi cette incohérence que la Cour suprême a soulevée, non, sur l'incapacité conclue pour le deuxième acte, à la maison,
mais pas pour le premier au parc. Oui, c'est un point logique important. Si le juge a conclu qu'elle était incapable de consentir plus tard dans la soirée, à la maison, comment pouvait-il si facilement écarter cette possibilité pour le parc, alors que l'intoxication allégée s'était produite avant d'aller au parc? Logiquement, la conclusion d'incapacité plus tard aurait dû au moins informer l'analyse de la capacité plus tôt. L'erreur, c'était donc de ne pas voir l'ensemble, le continuum. C'est ça. Ne pas considérer la totalité de la preuve pour toute la période concernée. D'accord. Un autre morceau très important de l'arrêt Rioux, c'est le rôle du témoignage de l'accusé. Qu'est-ce qu'on peut en faire, ou plutôt ne pas en faire? Ah oui, et là, la Cour catégorique. Elle rappelle très fermement la règle établie dans Ewanchuk, J.A. Barton. On ne peut jamais utiliser le témoignage de l'accusé, ce qu'il dit avoir perçu ou cru de l'état d'esprit de la plaignante, comme preuve directe que la plaignante consentait ou était capable de consentir. Ça, c'est pour établir l'actus reus. Donc, quand l'accusé dit « mais je pensais qu'elle était d'accord », ça ne prouve en rien qu'elle l'était subjectivement. Absolument pas. Ça ne prouve rien sur l'état d'esprit réel de la plaignante. Seule elle peut témoigner directement là-dessus. La perception de l'accusé, sa croyance, ça devient pertinent seulement plus tard si on se rend à l'étape de la mens rea pour évaluer la défense de croyances sincères mais erronées au consentement. Et même là, ce n'est pas automatique. Il faut un seuil de vraisemblance, un air of reality, comme on dit. Exactement. La simple affirmation de l'accusé, j'y croyais, ne suffit pas. Il faut que cette croyance soit plausible à la lumière d'autres éléments de preuve. On ne peut pas juste se fier à sa déclaration. D'ailleurs, dans Rioux, la Cour suggère que si le juge avait pris au sérieux la preuve de la plaignante sur le fait qu'elle pensait avoir été droguée, ça aurait pu jeter un doute sérieux sur la vraisemblance même de cette défense de croyance sincère. Difficile de croire sincèrement au consentement si on soupçonne avoir administré une substance pour faciliter l'acte, n'est-ce pas? C'est fondamentalement incompatible. C'est une décision très riche qui recadre bien les choses sur l'analyse de la preuve circonstancielle. Mais avant de conclure sur Rioux, vous vouliez mentionner une nuance intéressante qui vient d'une autre affaire, R.C. Demong. Oui, c'est ça. Un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan. Ce n'est pas directement traité dans Rioux, mais ça touche à des thèmes similaires et ça apporte un éclairage complémentaire, je trouve. D'accord, de quoi s'agit-il? Alors Desmonts rappelle d'abord quelque chose d'assez connu. L'intoxication, ça peut pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas sobres. C'est presque de notoriété publique, pas toujours besoin d'un expert pour le dire. Ok, ça semble logique. Mais ensuite, Desmonts discute d'une affaire ontarienne, Garcia Crowe. Dans cette affaire, la plaignante, qui était intoxiquée et avait peu de souvenirs, affirmait qu'elle n'aurait jamais consenti à accoucher avec l'accusé, qui était un homme marié, parce que ça allait contre son code de comportement personnel. Ah, l'argument du « je ne suis pas comme ça, je ne ferai jamais ça ». Exactement. Et c'est là que la cour d'Angarcy-Crose, citée par Demong, a mis un bémol. D'une part, elle a noté que les actions même de la plaignante, ce jour-là, s'inviter seule chez cet homme marié en sachant que sa femme n'était pas là, semblaient un peu contredire ce fameux code. Les faits ne collaient pas tout à fait. Il y avait une incohérence entre le code affirmé et les actions posées. Voilà. Et d'autre part, et c'est peut-être plus fondamental, la cour a dit attention, sans bien comprendre la nature du blackout, comment peut-on être sûr que son code habituel ou ses valeurs moraux gouverneraient forcément ses actions dans cet état altéré? L'intoxication et les blackouts peuvent justement faire tomber ces barrières comportementales habituelles. C'est un peu l'observation de l'arrêt Essou de la Cour suprême que Demong cite aussi. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer pendant une période sans souvenir. Tout à fait. Donc la nuance que Desmonts et Garcia Croce apportent, c'est une forme de prudence face aux affirmations du type « mon code de conduite m'aurait empêché de consentir ». Alors que Rioux, on l'a vu, dit que les croyances et suppositions de la plaignante sur comment elle aurait agi peuvent être une preuve circonstancielle pertinente. Garcia Cruz suggère qu'il faut quand même évaluer ça avec soin, surtout si les faits ou l'état d'intoxication rendent cette affirmation moins certaine. Il y a une tension là. Une tension intéressante, oui. Ça ne veut pas dire que ce type de preuve n'est jamais pertinent, mais que son poids doit être évalué très attentivement dans le contexte global du dossier. Ce n'est pas une carte maîtresse automatique. C'est une excellente précision. Donc, pour résumer, Rioux donne beaucoup de force à la preuve circonstancielle pour prouver l'absence de consentement ou l'incapacité, même en cas de trou de mémoire. Mais l'évaluation de certains types de preuves circonstancielles, comme ces affirmations sur un code personnel, demande une analyse critique et contextuelle.
C'est une très bonne synthèse. Rio est clairement un arrêt pro-couronne dans ces dossiers difficiles, mais il exige aussi des juges une analyse très rigoureuse, très complète de toute la preuve. Fini les analyses en silo ou l'élimination rapide d'éléments juste parce qu'il y a un trou de mémoire. L'accent est mis sur l'inférence raisonnable, basée sur la totalité des faits prouvés. Voilà qui complète notre analyse de l'arrêt Ryu avec cet éclairage additionnel de Demong. Une décision phare, vraiment, avec beaucoup d'enseignements pratiques. Essentiel, oui, pour comprendre comment s'y prendre dans ces dossiers complexes, d'absence de consentement, d'incapacité, de souvenirs fragmentés. Le message clé, c'est vraiment ça. La preuve circonstancielle, si elle est bien analysée, bien présentée, elle peut être très parlante. Et ça soulève peut-être une dernière question pour la pratique. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour assembler cette mosaïque de preuves circonstancielles de façon si solide, si convaincante, qu'elle mène vraiment à cette seule inférence raisonnable de culpabilité, surtout face à un accusé qui nie? La Cour suprême donne les outils juridiques, les principes directeurs, mais ensuite, convaincre le juge des faits dans un dossier donné, avec ses particularités, ça reste le défi de l'avocat ou de l'avocate au dossier. Merci à tous les abonnés de Criminal Defense Essentials d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.